TVT au cœur de l'information. Des chants de louanges ont de nouveau retenti dans les maisons de Dieu ce dimanche. Les églises ont accueilli les fidèles après un mois de fermeture pour cause du Covid-19. Mais attention, les consignes sanitaires doivent être strictement respectées. Sur le terrain ce matin, Uri Chamega a fait le constat. Le taux de bancarisation en hausse au Togo, symbole d'une inclusion financière croissante dans le pays. Au sein de l'UEMOA, le pays est leader. Et enfin, une nouvelle responsabilité pour la maire de la ville d'Atakpamé. Et vous la verrez désormais souvent sur les stades. C'est elle qui est la nouvelle présidente de Ifodie. Yawa Kwigan a été élue hier. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après un mois de fermeture des lieux de culte, les chrétiens reprennent de nouveau le chemin des églises, mais surtout dans des conditions, vous allez le voir, particulières. La joie de retrouver la maison de Dieu rime avec le respect des consignes sanitaires. Un tour ce matin est fait par Uri Chamega dans la ville de Lomé. Constat. Les Lourdes à nouveau à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanokopé. La vie reprend dans cette église, les fidèles chrétiens, heureux de reprendre ensemble la célébration de l'Eucharistie. Par la grâce de Dieu, le gouvernement nous a permis de reprendre nos activités. C'est avec immense joie qu'aujourd'hui nous avons repris le culte. Pour moi, ce matin, c'est toute une gratitude, une reconnaissance envers l'Éternel. Il y a 4 semaines, cette église, tout comme les autres obédiences, était sans vie. Aux premières heures de ce dimanche, louanges et adorations sont adressées par les fidèles, mais aux autres, des consignes sanitaires. C'est un sentiment de joie de se retrouver une fois de nouveau ensemble. Nous invitons les fidèles à renforcer davantage ces mesures-là qui nous ont été données et mises pour que tout le monde soit protégé. Même joie des retrouvailles à l'église presbytérienne paroisse à Pégamé. Idem aux assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Les 4 semaines de rupture n'ont pas du tout entamé la foi des chrétiens. Nous croyons que c'est devant Dieu que nous devrions prier pour que le Seigneur agisse et dise son dernier mot pour la fin de cette maladie. Les semaines que nous sommes restés à la maison n'a pas été chose facile. Mais nous croyons quand même que, comme la foi de Dieu, cette foi est en nous, on peut toujours se relever et continuer. Les portes des églises ont enfin réouvertes, mais les fidèles sont toujours appelés à se faire vacciner. Dans cette église, nous insistons sur le respect des règles sanitaires et sur la vaccination. Moi-même, je me suis fait vacciner et nous encourageons les fidèles à se faire vacciner. Respectons les mesures barrières et allons nous vacciner pour nous protéger et protéger les autres. J'ai pris ma dose. Je l'ai même affiché sur les réseaux sociaux pour servir d'exemple. La vaccination, signe de vie dans les églises et un espoir d'une vie qui reprend. Également, le gouvernement a autorisé la réouverture des bars et des mosquées. La Société Nouvelle des Boissons, SNB, et le Syndicat National des Tenanciers de Bars et Restaurants unissent leurs forces pour une adhésion du personnel des bars et restaurants à la vaccination. Hier, un vaccinodrome a été érigé à Déticopé à cet effet. Aimé Dravi, Uri Chamega, reportage. En bordure de la nationale numéro 1, une tente érigée en vaccinodrome par la Société Nouvelle des Boissons, SNB. À l'intérieur, une équipe vaccinale bien en place, pas de temps à perdre. Femmes comme hommes, tous personnels de bars et restaurants, passent à tour de rôle pour se faire vacciner contre le Covid-19. Je me suis fait vacciner ce matin pour prévenir ma santé et ma vie. J'invite mes collègues qui ne se sont pas vaccinés de venir se faire vacciner pour prévenir leur vie et leur santé.
Le gouvernement a décidé de la réouverture des bars et restaurants. Pour la SNB et le syndicat national des tenanciers de bars, pas question de baisser la garde. Nous avions mobilisé nos employés pour qu'ils viennent se vacciner, pour que la mobilisation de nos employés et de nos clients puisse aboutir bien, pour que nous aussi nous puissions mener nos activités proprement dites. Dans une dynamique de responsabilité citoyenne que nous avons vis-à-vis de notre communauté en tant qu'entreprise, la SNB a jugé bien d'accompagner les efforts du gouvernement et aussi de soutenir le syndicat national des propriétaires de bars dans une logique de protection de leur personnel et aussi de protection des consommateurs. Ensemble donc, pour une immunité collective, la SNB est bien engagée. L'opération sera menée un peu partout dans le Grand Lomé, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Au Nigeria, on note une réelle volonté des religieux à soutenir la campagne vaccinale comme au Togo. Vendredi dernier, juste après la prière musulmane, un imam a reçu devant les fidèles sa dose de vaccin. Une manière d'encourager les fidèles d'Allah à se faire vacciner pour une lutte efficace contre la pandémie. Au Nigeria, les responsables religieux encouragent les fidèles à se faire vacciner contre la Covid-19. Vendredi après la prière, un imam a reçu un vaccin Moderna à la mosquée Kuje d'Abuja, une manière de promouvoir la vaccination et de saluer les efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. S'il se réjouit que des dizaines de fidèles aient suivi son exemple, l'imam Al-Hadji déplore que le gouvernement ne place pas les mêmes efforts dans la lutte contre le paludisme. Oui, en ce qui concerne vacciner les gens contre la Covid-19, le gouvernement fait bien. Mais nous avons des maladies plus importantes, plus que cela. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement met l'accent sur cela en particulier. Par exemple, le paludisme tue actuellement beaucoup de personnes dans ce pays, mais le gouvernement ne dit rien. Si les personnes qui ont des doutes sur le vaccin disent qu'il n'est pas bon, cela signifie qu'ils ne connaissent pas l'impact de celui-ci. Ils n'ont pas la connaissance de ce que cela signifie d'être vacciné. Selon les responsables locaux, dans les prochains jours, une campagne massive déploiera davantage d'unités mobiles de vaccination près des mosquées et des églises. La situation de la pandémie se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 768, 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 24 464, 114 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1078. Le nombre de décès est malheureusement de 236. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Dans les centres de santé, la prise en charge des nouveau-nés reste une priorité du gouvernement et de ses partenaires. Et l'UNICEF vient de doter le CHU de Kara, les CHF de Karatumde et Sokore, ainsi que le CHP de Bassar et du matériel médical. Ces 4 structures hospitalières vont pouvoir mieux s'occuper des nouveau-nés. Nestor Mouzou, reportage. Des pèse bébés, des plaques chauffantes, des tables de réanimation du nouveau-né, des incubateurs, des ballons de ventilation, des concentrateurs d'oxygène, des lits et des chariots. À cela s'ajoutent 6 motos et une voiture 4x4. C'est le don offert par l'UNICEF au centre hospitalier préfectoral de Bassar, au centre hospitalier régional de Sokore et de Karatumde et au centre hospitalier universitaire de Kara. Évalué à 80 902 000 francs CFA, le don a été envisagé pour accroître la capacité des structures bénéficiaires dans la prise en charge des nouveau-nés. Depuis 2013, les indicateurs par rapport à la mortalité du nouveau-né sont statiques. Donc avec le ministère de la Santé, nous avons convenu d'un certain nombre d'interventions pour renforcer tout ce qui est la prise en charge des nouveau-nés en termes de formation du personnel de santé et des dotations en matériel. En réceptionnant le don, le directeur de l'action sanitaire a souligné qu'il arrive à point nommé pour renforcer le matériel existant. Sur 1025 nouveau-nés meurent. Et donc, c'est un gros fardeau contre lequel tous les partenaires en général, et particulièrement le partenaire UNICEF qui s'occupe de la promotion d'un enfant, aide le gouvernement togolais à améliorer donc la santé de cette couche très fragile.
Le représentant du préfet de la COSA, Maliawai Assim, a présenté la gratitude des structures et populations bénéficiaires à l'UNICEF pour cette énième action d'accompagnement. Il a relevé que la prise en charge médicale de qualité du nouveau-né est une préoccupation inscrite sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au Togo, le taux de bancarisation est en hausse, signe d'une inclusion financière croissante. Et l'UEMOA a relevé une hausse de 7% du taux de bancarisation dans notre pays en 2020. Il est donc le leader dans la sous-région. Cette hausse est le résultat de l'ouverture de près de 79 000 comptes bancaires supplémentaires et de bien d'autres indices. Yatar Hatem. Au Togo, le taux de bancarisation a progressé de 7% au cours de l'année 2020. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Selon les statistiques, les citoyens détenteurs de comptes bancaires dans les établissements de crédit au Togo sont estimés à 1 178 587 contre 1 99 990 sur la même année. Ces comptes sont détenus dans 16 structures, soit 13 banques et 3 établissements financiers. Cette tendance à la hausse traduit les efforts du Togo dans le domaine de la digitalisation des services publics, de l'inclusion financière ou encore du mobile money. Elle s'est maintenue notamment sur les 5 dernières années. D'après le même rapport, en 2016, on ne dénombrait que quelques 950 000 détenteurs de comptes bancaires. Le Togo apparaît ainsi comme la locomotive de la bancarisation dans l'UEMOA au vu des chiffres au niveau régional qui restent encourageants. Au sein de la sous-région, le nombre de comptes bancaires a augmenté de plus de 13% pour s'établir à plus de 15 millions à fin 2020 contre plus de 13 millions en 2019. Les comptes de particuliers ont cru quant à eux de 12,7% et ceux détenus par les personnes morales de 20,9%. C'est dire que le Togo jouit d'un climat des affaires sain. L'amélioration de l'environnement des affaires tient à cœur au pouvoir public. Les citoyens et opérateurs économiques nationaux ou étrangers bénéficient de plus en plus des avantages d'un pays sûr, stable et économiquement souple. Le Togo est déterminé à adopter des séries de réformes pour mobiliser davantage d'investissements et réaliser une forte croissance économique à moyen terme. Cette volonté a fait naître une cellule dédiée au climat des affaires. Elle a permis au Togo de se hisser au premier rang des pays réformateurs en Afrique et à la 3e place mondiale. Une des mesures phares de cette politique d'amélioration du climat des affaires est l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche. Aujourd'hui, les marchés publics sont exempts des procédures complexes, les entrepreneurs sont encouragés par des mesures incitatives, la création d'entreprises est devenue aisée, les politiques d'emploi de jeunes se multiplient, les filets sociaux et services de base couvrent les communautés vulnérables, la justice est plus équitable, l'eau et l'électricité sont davantage offertes. L'industrialisation nationale est en plein essor avec l'implantation de la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA. Demain lundi, au Burkina Faso, 14 hommes vont être jugés pour le meurtre de l'ancien président Thomas Sankara. Le leader révolutionnaire a été assassiné en 1987. Les Burkinabés se sont prononcés sur ce procès très attendu. Un reportage réalisé par nos confrères de Africa News. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre ce lundi au Burkina Faso. 14 hommes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, vont être jugés pour le meurtre du leader révolutionnaire en 1987. À Ouagadougou, près du site de commémoration de Thomas Sankara, là où l'icône panafricaine a été assassinée, les vendeurs de rue de la capitale burkinabé ont observé un engouement pour ce procès historique. On sent en tout cas l'engouement autour de cette date fatidique. Parce que il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Togolais qui viennent en tout cas payer des t-shirts et des colliers Sankara, se préparer pour le 11 octobre. Abattu par un coup d'État, Thomas Sankara n'aura été à la tête du Burkina Faso que pendant 4 ans. Parmi les auteurs présumés de son assassinat, son ancien ami et successeur, l'ancien président Blaise Compaoré, au pouvoir pendant 27 ans. Beaucoup attendent de ce procès que soit élucidé le mystère de son meurtre. De ce procès, nous attendons que la lumière soit faite sur son assassinat. On doit nous dire le pourquoi. Pourquoi un homme
de ce genre doit être assassiné comme ça. Donc nous attendons vraiment que la lumière soit faite. La grosse majorité du peuple burkinabé attend que la lumière se fasse sur ce dossier. Donc Thomas Sankara avait cette capacité-là de consentir le sacrifice jusqu'au sacrifice ultime pour faire la promotion d'idées humaines, de valeurs de société, de développement, enfin d'indépendance, etc. Toutes choses qui concourent à une certaine dignité de nos peuples africains. Reconnu sur tout le continent pour ses ambitions révolutionnaires et son désir de décoloniser les esprits, Thomas Sankara reste pour beaucoup une figure vénérée. Retenez que l'ONU retire des casques bleus gabonais en raison d'allégations d'abus sexuels. Le secrétariat des Nations Unies a pris la décision de rapatrier tout le contingent gabonais. 410 casques bleus sont concernés. Africa News. Les autorités gabonaises mènent l'enquête sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels concernant les soldats de la paix du contingent gabonais en République centrafricaine. L'enquête nationale est conduite conjointement avec le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies et soutenue par le défenseur des droits des victimes de l'ONU en République centrafricaine. Assurer le bien-être et l'assistance aux victimes est notre plus grande priorité. Toutes les victimes identifiées ont été référées aux Nations Unies pour assistance, selon nos protocoles. La mission de l'ONU et le responsable des droits des victimes sur place participent à l'enquête en veillant à ce que les droits et la dignité des victimes soient respectés. Pendant ce temps, 410 soldats gabonais, y compris leur chef, ont été rapatriés au Gabon. Les 40 derniers soldats gabonais restent dans le pays pour protéger et emballer l'équipement du contingent. Les incidents auraient eu lieu à différents moments entre 2014 et cette année 2021. 51 auteurs présumés sont mis en cause par les allégations. Détenue depuis 4 ans et 8 mois par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, la sœur religieuse colombienne Gloria Cecilia Navaez est libérée ce samedi. La nouvelle a été rendue publique par la présidence malienne. Que Dieu bénisse le Mali, a-t-elle déclaré. Un reportage de nos confrères de France 24. De captivité pour celle que tout le monde surnomme Sœur Gloria. Après 4 ans et 8 mois aux mains d'Al-Qaïda au Mali, Gloria Cecilia Narvaez peut désormais rentrer chez elle. Je remercie à Dieu, à les autorités maliennes, à le président, à toutes les autorités maliennes, à tous l'effort que vous faites pour que nous, vraiment, nous sommes libérés. Non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Mali. Peu de détails ont été donnés sur les conditions de cette libération. Sœur Gloria était l'otage du GSIM, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda au Sahel. Les autorités maliennes saluent les efforts conjugués de plusieurs services de renseignement et la diplomatie colombienne souligne notamment les efforts humanitaires du gouvernement français. Des réunions ont eu lieu dans le monde entier avec des ambassadeurs de plusieurs pays européens, mais aussi des pays africains, toujours dans le but d'obtenir la libération saine et sauve de notre compatriote. Sœur Gloria avait été enlevée le 7 février 2017 à Koutiala, non loin de la frontière burkinabé. Elle travaillait alors comme missionnaire dans la paroisse de Karangasso. Pendant près de 5 ans, les proches de la religieuse s'accrochent aux quelques signes de vie distillés par ses ravisseurs. Des nouvelles arrivent fin 2020 quand l'otage française Sophie Pétronin est libérée. Les deux femmes ont passé la majeure partie de leur captivité ensemble. Au Mali, d'autres étrangers sont toujours otages, parmi eux le journaliste français Olivier Dubois, enlevé début avril dans le nord du pays. Au Mali et en Libye, plusieurs dizaines de migrants ont manifesté samedi devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils demandaient leur transfert vers un lieu plus sûr, invoquant les mauvaises conditions de vie dans les centres de détention et les mauvais traitements infligés par les autorités libyennes. En Libye, des dizaines de migrants originaires d'Afrique ont manifesté devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À Tripoli, la capitale, les manifestants ont dénoncé les traitements infligés par les autorités libyennes et ont demandé leur expulsion vers un lieu sûr. Ce rassemblement a été organisé au lendemain du meurtre de 6 personnes par des gardes du centre de détention d'Al-Mabani à Tripoli. Bien sûr, nous sommes venus ici pour immigrer. Nous nous sommes inscrits auprès de la commission du Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous vivions à Gargaresh. Nous avons été battus et emmenés en prison.
Et comme vous pouvez le voir, maintenant nous sommes tous ici. Certains d'entre nous sont sortis de prison hier. Nous avons des femmes et des enfants ici, et aussi des malades et des blessés. Nous souffrons tous, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous exigeons une déportation immédiate vers un endroit sûr. Samedi, le ministère libyen de l'Intérieur a démenti tout usage excessif de la force, alors que près de 2000 migrants et demandeurs d'asile se sont évadés d'un centre de détention de Tripoli. Cela fait 2 ans que je suis en Libye, ici à Tripoli, et maintenant cela fait 10 jours que nous sommes ici, sans eau, sans nourriture et sans rien. Pourquoi ne veulent-ils pas nous laisser entrer dans le bureau du HCR? Seuls les Syriens, les Éthiopiens et les Érythréens entrent, et ils ne nous ont pas laissés entrer et ne nous ont donné aucune aide ou quoi que ce soit. Nous n'avons rien. Vendredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a aussi appelé Tripoli à autoriser la reprise des vols humanitaires hors du pays suspendus depuis près d'1 an. Quelques 10 000 personnes sont piégées dans des conditions difficiles dans ces centres de détention officiels. L'entretien de nos maisons, bref, de nos cadres de vie, contribue à notre sécurité sanitaire. Frotter le sol, balayer les coins et recoins de sa maison, Priscilla, la trentaine, en fait son sport favori. Vous allez le voir, elle se distingue en matière de salubrité et d'hygiène. Elle a même été lauréate du concours ménage de la semaine de la NASAP. Solange Amandé et Karine Olanlo. À chaque lever du jour, Priscilla s'acquitte d'un devoir. Rendre son ménage propre et attrayant. Coup de brosse sous la fontaine à la déventure, dans les toilettes, coup de balai dans les coins et recoins. La jeune dame ne laisse rien comme saleté sur son passage. Il faut laver tout le temps ces toilettes. En ne le faisant pas, l'on peut toutefois avoir des infections. Et quand un visiteur vient, il est satisfait de faire ses besoins. Moi, je n'aime pas la saleté. Et si, d'aventure, quelqu'un ne veut pas se fier à la règle, nous le convoquons chez notre grand-mère qui le met en garde. Nous ne voulons pas payer une amende au service d'hygiène. Des règles édictées et qui doivent être respectées par tous dans le ménage. Autrement, les récalcitrants n'y sont pas les bienvenus. Justine, une des locataires de la concession depuis plus de 5 ans, en sait quelque chose. Je peux confirmer que si quelqu'un n'entretient pas bien son cadre de vie dans la maison, Priscilla réagit et convoque ce dernier chez la vieille qui a le dernier mot. Tout s'apprend dans la vie et ce qui doit être bon chez tout être humain, c'est la propreté. Et toi qui me regardes et qui ne l'a jamais fait, c'est l'occasion. Priscilla fait de son travail une passion. Cela a suscité de l'admiration du voisinage. Lorsque je rentre chez elle à la maison, je suis très satisfaite de la propriété qui y règne et j'envie cette maison. C'est ce qui doit être fait normalement dans nos maisons, mais nous n'arrivons pas à le faire. Je prends l'engagement de mettre ma maison au propre tout le temps. Notre santé en dépend. Un savoir-faire qui a même valu à Priscilla cette récompense au concours du ménage de la semaine. À vos balais et serpillères donc. Comme pour dire, rendre son environnement toujours propre et sain, cela peut faire gagner au-delà des attentes. Leadership féminin, une dame prend les rênes du football club de Ifodé d'Atakpamé. Yawa Kwigan a été élue samedi à la tête d'un bureau de 12 membres. Elle s'est engagée à hisser Ifodé au rang des champions du Togo. Sylvain Abdou. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour le club Ifodé FC à travers son assemblée générale élective, assemblée destinée à doter le club d'un nouveau bureau exécutif, surtout à l'approche de la reprise prochaine du championnat de première division. Le nouveau bureau exécutif est donc connu ce samedi 9 octobre 2021 à travers un vote par acclamation de tous les délégués. Un bureau conduit par Yawa Kwigan, désormais présidente du club Ifodé FC. Elle espère contribuer à l'émergence du football comme élément fédérateur de la cohésion sociale dans la localité.
Lorsque nous travaillons ensemble, que nous restons solidaires et que nous accordons davantage d'importance à ce qui nous unit qu'à ce qui pourrait nous diviser, nous sommes toujours gagnants. Je voudrais nous exhorter à nous mettre sur le métier à tisser, tels les tisserands de notre localité, pour recouvrir notre football de cette belle étoffe et à travers le football, le sport en général et plus globalement tout ce qui concerne le développement. En tout, 12 membres composent ce bureau exécutif. Une élection à travers laquelle certains membres s'estiment heureux du travail effectué. C'est une aventure intéressante pour nous. Et nous avons compris dans la salle qu'on a l'adhésion de tous les amateurs du football d'Atakwame derrière nous. Et cela nous rassure et nous sommes aussi très engagés à continuer les œuvres que les prédécesseurs ont laissées pour que notre club Ifodje soit un club champion du Togo dans les années à venir. Après donc la démission de l'ancien président, un comité ad hoc a été mis en place pour la conduite des activités et l'organisation de l'élection. C'est ce comité ad hoc qui a conduit les travaux de cette assemblée générale qui aujourd'hui a abouti à la mise en place de ce nouveau bureau exécutif qui entend promouvoir le football roi dans le milieu. Et sans tomber dans les stéréotypes, une femme leader sait souvent faire preuve d'un savoir-être plus développé. Je vais à présent vous faire découvrir un sculpteur doué, talentueux, Kokura Aglamé. Il travaille le bois pour lui donner des formes extraordinaires et généralement ces produits finis sont utilisés dans les lieux de culte. Et Ata Aratem a découvert pour nous l'homme. Une couronne de reine qui trône au-dessus du grand thème de Marie. Christophe Kokouda Aglamé, de ses mains agiles, dessine, peint et sculpte comme une abeille fait son miel. Cette porte décorée à la grandeur de Marie ira orner l'église du même nom. Nous sommes plus connus dans le domaine des objets sacrés pour les catholiques. Quand il s'agit d'une imagination qui me vient en tête, c'est autre chose. Mais si c'est un client qui veut quelque chose, nous prenons l'image, par nos techniques, on arrive à faire la réalisation. Son arme, l'inspiration qui donne corps à tous ces objets sacrés pour les catholiques ou encore d'autres statuettes. Je fais un peu de tout. Je fais les animaux, et je fais les paysages africains, une femme portant la jarre, une femme allaitant son bébé. Ce n'est pas seulement les choses religieuses que nous réalisons. Sur les portes, en pièces. À l'inspiration s'ajoutent les techniques explorées par Christophe, le ponçage qui donne la touche de beauté à l'œuvre. Ici, à l'image, nous nous sommes aussi essayés à la technique. C'est pas comme ça se fait. Mais n'est pas Christophe qui veut. Pour avoir un bon ponçage, il faut respecter le sens de ces fibres-là. Sinon, vous n'allez pas réussir à rendre le bois propre. Quel est le sens des fibres de ce bois? Avoir le bois déjà, il y a des lignes qui quittent le sol vers le haut. C'est comme ça, nous lisons le sens du bois. Par exemple, la façon dont vous avez commencé par faire là, nous appelons ce sens-là le sens contraire. Le sens contraire du bois. Ça, c'est le sens propre. Du haut vers le bas, c'est le sens propre. Là, tu vas réussir ton ponçage. Habile de ses doigts, très fin dans ses portraits, Christophe parle de son art, toujours en rapport avec une œuvre précise, des œuvres d'esprit qui nourrissent bien le corps. Aujourd'hui, je vis de la sculpture. Les portes que vous venez de faire, elles sont estimées à combien? Ça se négocie, ces genres de trucs. Ça dépend de l'image que vous amenez. Sa matière première, le bois à qui Christophe donne un corps, une âme, de l'esprit, une totale dévotion du sculpteur à l'art et à la religion, Christophe étant lui-même un fidèle catholique. Merci Ata Aratem. Cette musique qui a traversé les âges, pour finir, le dancehall a 150 ans d'existence. Trésor de musique cubaine, cette musique a des racines africaines. Elle est remise au goût du jour. Suivez plutôt.
Cette mélodie tout droit sortie du 19e siècle, c'est le danzón. Trésor de musique cubaine, le danzón est né à Matanzas à Cuba en 1879 et trouve ses racines en Afrique. Il est revenu au goût du jour grâce à des amoureux de sa cadence, mais aussi grâce à l'arrière-arrière-neveu de Miguel Failde, son créateur, qui a déniché et restauré, aux côtés de chercheurs historiques, 16 pièces de son répertoire. Nous faisons ce travail de sauvetage pour les jeunes. Ils ne vont pas danser sur ce qui a été écrit et joué au 19e siècle, mais ils peuvent connaître ce qui a été fait à cette époque-là, avec sa richesse, et c'est ce qui transcende sans perdre l'essence. Parmi les pièces découvertes dans les archives de Matanzas figurent divers danzones et danzonettes, un genre hybride qui intègre notamment l'interprétation vocale. Le danzón existe. Je peux vous dire que c'est l'un des genres cubains qui a le plus duré dans le temps, 150 ans d'existence, et il est toujours vivant. Et pas seulement dans les médias. D'accord, c'est aux médias et à nous-mêmes de le surveiller, mais le danzón est vivant et il n'est pas mort. Le danzón s'est répandu depuis en République dominicaine et au Mexique. Le premier danzón avait pour origine les anciennes contradensas espagnoles, dansées en couple, mais physiquement éloignés. Ce son contemporain, c'est le fruit d'un travail méticuleux qui a été fait pour les arrangements, pour essayer de le faire sonner comme au 19e siècle quand il a été fait, mais en le mettant au goût du jour, je suis heureux. L'album Royas Inéditas comprend les partitions sauvées les plus connues, composées par Miguel Failde lui-même. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.